Quelqu'un qui arrive sur le marché en disant qu'il va acheter 8 milliards et demi de dollars de Bitcoin par an pendant les 4 prochaines années, c'est garanti. C'est l'impact sur la demande, n'est-ce pas? 8 milliards et demi, soit 23 millions de dollars par jour au prix actuel. Maintenant, c'est un montant énorme, mais plus important encore, c'est un énorme changement de l'offre et de la demande au cours de l'année, alors que la demande via les FNB a bondi d'un facteur de 4 à 10 fois l'offre quotidienne. Je ne suis pas surpris qu'ils réussissent. Je m'attendais à ce qu'ils aient beaucoup de succès. Je pense qu'il y a 10 ans de demandes refoulées. C'est le développement le plus attendu de Wall Street. C'est comme si Bitcoin devenait public. C'est comme l'introduction en bourse de Bitcoin, sauf que c'est comme si 10 entreprises introduisaient simultanément Bitcoin en bourse. Parce que la marchandise du Bitcoin, ce n'est pas un titre. Donc l'idée que BlackRock et Fidelity et Grayscale et Bitwise et IARC, ils introduisent tous Bitcoin en bourse en même temps, c'est un gros problème. Le fait que je ne sois pas surpris qu'ils réussissent en tant qu'ETF parce que le Bitcoin est l'ETF par excellence. Les autres ETF sont basés sur le pétrole. Par exemple, les matières premières comme le pétrole, l'or, le platine, l'argent, le palladium, les paniers de matières premières, le gaz naturel. Toutes ces choses sont défectueuses en tant qu'actifs d'investissement, car, en fin de compte, les matières premières physiques ne sont pas rares. Les matières premières physiques peuvent être fabriquées en n'importe quelle quantité avec du capital et du savoir-faire supplémentaire. Donc, ultimately, le meilleur d'entre eux est l'ETF sur l'or. Mais si un tas d'argent est investi dans un ETF de matières premières, cela ne fait qu'alimenter le capital des producteurs de matières premières. Ils ne font que déverser cette marchandise sur le marché. Le prix est maintenu à un niveau bas. Les ETF de matières premières n'ont donc jamais été une très bonne idée. D'un autre côté, en comparant ces ETF Bitcoin à l'indice S&P, le plus grand ETF, et peut-être le plus grand développement à Wall Street, est le lancement du Spider Spy en 1993. Cela fait environ 30 ans. Et l'idée que vous pourriez créer un ETF qui représente un panier de marché de 500 actions. C'était énorme. Et c'était particulièrement important parce que c'est arrivé à un moment où les gens avaient perdu confiance en la monnaie, comme technologie d'épargne. Ainsi, le S&P est devenu monnaie et cet ETF est devenu l'indice monétaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est le FNB qui a le plus de succès. Si vous regardez SP et tous les FNB de type indice S&P, ils ont la majeure partie du capital sûr. Mais le problème avec ces FNB c'est que les actions ne sont pas non plus conservatrices. Donc, si j'augmente le prix de l'action d'un facteur 10, vous obtenez plus. Aussi, une autre façon de le dire est si je prends des centaines de milliards de dollars de liquidités et j'achète le FNB comme le S&P ETF, le FNB doit acheter les 500 actions au prorata, ce qui signifie qu'ils vont devoir aller acheter Tesla et Apple et Google et Meta à n'importe quel prix. Ils sont insensibles au prix, même s'ils paient trop cher. Donc, lorsqu'ils l'achètent à n'importe quel prix, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent plus d'actions car ils encouragent ces entreprises à émettre plus d'actions. Et puis, bien sûr, c'est du bon sens. Si le prix de vos actions double, les employés et l'entreprise avec des options d'achat d'actions, ils vendent l'action, n'est-ce pas? Ils vendent l'option d'achat d'actions. Lorsqu'ils vendent l'option d'achat d'actions, vous mettez plus d'actions sur le marché. Donc, le prix crée l'offre. Il y a une élasticité entre le prix et l'offre. Et c'est la même chose avec les matières premières, c'est la même chose avec les FPI, fiducies de placement immobilier, et c'est la même chose avec les fonds d'obligation. Quand vous avez des flux de capitaux dans toutes ces autres catégories d'actifs, vous créez une offre pour cet actif. Ils ne sont pas rares. Le Bitcoin est unique parce qu'aucune quantité de capital qui afflue dans un ETF Bitcoin ne va en créer davantage. Vous savez, ce qu'on a, c'est 900 Bitcoins par jour. Et vers le 16 avril ou le 18 avril de cette année, on a obtenu 450 Bitcoins par jour. Ce sera l'avoir, mais ce sera l'avoir le plus conséquent. Dans l'histoire du Bitcoin, parce que vous parlez de l'équivalent de. Quelqu'un qui vient sur le marché en disant qu'il va acheter 8 milliards et demi de dollars de Bitcoin par an pendant les 4 prochaines années, c'est garanti.
c'est l'impact de la demande, 8 milliards et demi à 23 millions de dollars par jour au prix actuel. Ça, c'est une quantité énorme, mais plus important encore, c'est un énorme changement de l'offre et de la demande au cours de l'année. Quand la demande via les ETF a bondi d'un facteur de 4 à 10 fois l'offre quotidienne, c'est une bonne année pour le Bitcoin. Je pense qu'on a commencé l'année avec. L'approbation des FNB, c'était une grosse étape. Je pense que le succès des FNB en est une autre. Une autre étape importante, je pense qu'avoir un avril en sera une troisième. Je pense que ces trois choses vont booster l'élan et je pense que les guerres de marketing entre les entreprises de Wall Street vont être positives. J'ai fait en sorte que les actifs soient normalisés dans l'ensemble de la communauté des investisseurs traditionnels et je pense donc que ça va continuer à générer de l'élan, ça c'est sûr. Je pense qu'il est aussi important de faire un point. Je pense qu'on vit l'erreur de la ruée vers l'or du Bitcoin et je pense que cette erreur a commencé en janvier 2024. Je pense qu'elle va durer jusqu'à environ novembre 2034, donc ça fait environ 10 ans et je vais vous dire pourquoi. Parce que 93,5% du Bitcoin a été miné au début de cette période. Mais en novembre 2034, 99% de tous les bitcoins qui seront jamais émis auront été émis. Et donc, ça a un caractère très symbolique. Les gens parlent de l'émission des bitcoins qui sortira au cours des 100 prochaines années jusqu'en 2040. Mais en réalité, dans les 100 dernières années, vous n'avez obtenu qu'1%. Donc, je pense que j'ai eu 1% de ce 1%, 90 points de base, qui arrivent dans les 12 années jusqu'à l'automne de 2034. Et c'est 10 points de base, un dixième de %. Mais pratiquement parlant, tous les mots-clés sont négligeables à partir de 2034. C'est, vous savez, 1% sur 100 ans, autant ne rien faire parce que la volatilité quotidienne dans le volume des transactions quotidiennes va le rendre de l'ordre de grandeur 3, 4, 5. Je suis. Donc, cela étant vraiment le cas, ces 10 années sont votre meilleure chance pour obtenir le Bitcoin. C'est la ruée vers l'or parce que c'est la période où il y a encore beaucoup de plaisir. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les gens ne sont toujours pas sûrs, ils ne comprennent pas l'énergie numérique, ils ne comprennent pas le capital numérique, ils ne comprennent pas la propriété numérique. Il y a beaucoup de débats dans la communauté. Le Bitcoin est-il une monnaie ou est-ce une propriété? Vous savez qu'il y a un débat massif sur les gens qui disent quelle est la monnaie, puisque ce n'est pas une monnaie légale ou parce qu'il ne va pas assez vite, je ne peux pas acheter de café avec, ce n'est pas une bonne monnaie. Il y a donc beaucoup de confusion dans la communauté crypto. Il y a beaucoup de régulateurs traditionnels. Ils pensent que c'est de la monnaie. Alors vous voyez les banquiers dire oh, c'est une monnaie, mais ce n'est pas une bonne monnaie parce que je ne peux pas acheter de café avec, je ne peux pas acheter de choses en ligne avec, c'est trop volatile. Et ils pensent que c'est une critique. Alors ils le critiquent et puis les gens pensent qu'ils savent ce dont ils parlent. Ils entendent un célèbre dire que le Bitcoin n'est pas une bonne monnaie et que le gouvernement va le bannir ou qu'il n'est pas aussi bon que le dollar, un truc comme ça, et ils ont peur. Et ils disent, eh bien, je crois ce gars, donc je ne vais pas en acheter. Et alors toute cette peur, cette incertitude et ce doute. Et juste une confusion de base, puis une incompréhension. C'est ce qui provoque une croissance lente et une demande stable, comme si la demande augmentait. Mais imaginez combien elle augmenterait plus vite si tout le monde avait passé 100 heures à se renseigner correctement.